super crête party, yeah. On va voir les crêtes. C'est voilà, et Laurine pour cette super crête party qui est à l'intérieur du Lizard Day va vous expliquer plein de choses sur les geckos à crête, notamment toutes les mutations et tout ça. Alors présente-nous un peu tout ce qu'on a. Alors déjà on va parler de la base. Donc on pose souvent la question de savoir donc un gecko à crête, comment on le maintient, souvent des choses comme ça. On va faire un petit brief vite fait. Donc c'est un petit lézard qui vient de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un animal qui est totalement arboricole, avec des mœurs arboricoles, tropicales. Donc par contre c'est pas des animaux qu'on a besoin de pulvériser à outrance, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc une pulvérisation par jour ou tous les 2 jours pour un adulte suffit amplement. Le but étant pas d'avoir 80% d'hygrométrie tout le temps, mais juste des pics occasionnels. Et encore, c'est pas une donnée qui est importante. Moi personnellement je travaille sans hygromètre et ça se passe très très bien. Donc voilà, donc c'est des animaux qui sont frugivores, insectivores et nectarivores. Donc c'est pour ça qu'on peut leur donner des purées de fruits maison, des insectes et aussi la poudre répachie qui recrée un nectar. Qui constitue donc leur nourriture de base en fait. Oui, c'est une nourriture de base. Après, je sais que j'aime bien varier tout le temps la nourriture. Après, donc un spécimen adulte peut se maintenir dans un terrarium minimum de 45 par 45 par 60 de haut. Et au niveau température, on me pose souvent la question, c'est des animaux qui se plaisent très bien sur des températures avoisinant les 24-25 degrés au maximum. Entre 23, ouais. Voilà, on peut les maintenir aussi à 23 degrés. Moi, j'aime pas les maintenir trop frais parce que je trouve que du coup, ils se développent moins bien, ils ont moins d'appétit et ils sont plus minces. Mais comparativement à beaucoup de reptiles, ils vivent en forêt primaire, donc en fait, ils sont plutôt adaptés à des températures qu'on va qualifier de fraîches par rapport à d'autres lézards plus... Par contre, à contrario, s'il y a des périodes de canicule, n'hésitez pas à les pulvériser plus régulièrement. Et plus il fait chaud, plus ils vont être stressés, plus il y a des risques que l'animal lâche sa queue, puisque c'est un animal qui peut faire ce qu'on appelle de l'autotomie, donc lâcher sa queue. Et chez cette espèce, malheureusement, elle ne repousse pas. Donc du coup, c'est un spécimen qu'on appelle Cream Cycle, tout simplement parce qu'il a beaucoup de couleurs très crème sur la dorsale et sur les flancs. Et du coup c'est vraiment typique de cette couleur, et d'ailleurs on appelle ça non pas des mutations mais des patterns chez cette espèce. Contrairement à par exemple au gecko léopard ou autres, il n'existe pas vraiment encore de hétérozygote, de choses comme ça. Il y a beaucoup de surprises quand on fait des reproductions avec les parce que c'est génétique. Voilà. Et souvent on essaye plutôt de reproduire les harlequins entre eux, les full pinstripe entre eux, toujours rester sur le même pattern pour essayer de sortir des choses vraiment, des patterns vraiment jolis comme ça. Et que ça fasse pas des mélanges au final. Ce sont des animaux en plus qui changent de couleur d'une manière drastique entre le jour et la nuit. Là, il a une couleur qu'on appelle de jour, quoi. Donc il est très clair. Ouais, on appelle ça, pour ceux qui en parlent souvent, le fire down. Et la nuit, on appelle ça le fire up. C'est-à-dire quand les couleurs sont les plus vives en fait. Et c'est des animaux, si on les mettait dans le noir, complet pendant 20 minutes, ils auraient totalement une autre couleur. D'ailleurs, c'est toujours pour ça que c'est délicat de les présenter. S'ils sont jamais, au bout d'un moment avec la lumière, ils sont jamais au top de leur couleur. Donc il faut que les gens connaissent un petit peu et puis qu'on les guide aussi. Et d'ailleurs, un juvénile aussi. Ne vous déplacez pas, je reviens. Donc il faut savoir aussi que les juvéniles, quand ils naissent, ils n'ont pas leur couleur définitive tout de suite. Donc là on peut voir un spécimen qui est relativement pâle et qui adulte sera beaucoup plus intense et contrasté en couleur. Il va devenir presque jaune et noir. Et c'est vraiment impressionnant de voir l'évolution des animaux quand ils sont juvéniles et quand ils sont adultes. Donc ça c'est un petit bébé. On peut voir comme ça la taille. Vous voyez un peu comme c'est ouf quoi. Ça là il est en fire up et peut-être qu'il peut être encore plus dingo la nuit. Mais là, comme il pouvait se cacher des lumières grâce à une plante, il est vraiment, vraiment au top. Donc Laurine va nous expliquer. Voilà le pattern. Oui, donc en fait, ça c'est une extrême harlequin. Donc le harlequin, au final, c'est un animal qui va avoir beaucoup de flammes sur les flancs. Je la détends un petit peu parce qu'elle est un petit peu stressée, c'est normal, il y a du monde. Donc
en fait, il y a pas mal de flammes sur les flancs. Et elle, pour le coup, c'est une extrême harlequin, puisque les flammes viennent recouvrir quasiment la totalité de ses flancs et viennent toucher la dorsale. C'est ça qui est important pour reconnaître un extrême harlequin d'un harlequin simple. Et donc voilà, et elle, en plus de ça, là, elle est encore assez pâle, elle est raide. Donc on peut voir en fait le rouge sur le dessous du ventre et la gorge. Et la nuit, en fait, tous les petits espaces qui sont pas jaunes deviennent rouges. Donc elle est vraiment très très jolie. Et souvent, chez le gecko à crête raide, les yeux sont gris et pas beige marron. C'est à ça aussi qu'on peut reconnaître les geckos à crête raides. Et donc là, c'est un harlequin, voilà. Ça, c'est un harlequin normal, il n'est pas extrême. Et vous voyez, les flammes, elles viennent pas toucher la dorsale, tout simplement. C'est simple à reconnaître du coup, pour eux. Donc là, on voit vraiment la différence. Hein. Là, il y a beaucoup de flammes qui viennent toucher la dorsale, c'est quasiment tout jaune. C'est vraiment magnifique. Et là, il y a peu de flammes. Ça reste très joli aussi, hein, mais il y a moins de flammes. Et après, on peut voir aussi toutes les couronnes d'épines qu'il y a tout autour de la tête. Donc ça aussi, c'est un critère de sélection au niveau de la beauté. Il faut partir du principe que voilà, il y a sur un pattern de gecko, donc on va essayer de regarder le pattern qui domine le plus. Donc là, par exemple, on voit que ce qui domine, c'est l'extrême harlequin. Et toutes les autres choses qu'elle va avoir en plus sur son corps, par exemple, si elle a un point, là c'est pas le cas, 1 ou 2 points dalmatien, ça sera une caractéristique. Ils ont beaucoup de caractéristiques. Comme par exemple, là, on appelle ça le white knee. En gros, elle a les genoux blancs. Ça, c'est une caractéristique. Après, dans les geckos à crête, ils aiment bien aller vraiment dans le détail. Bon, les geckos ils se prennent la tête aussi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez. On peut aller loin dans le délire. Et donc, du coup, après, il y a aussi des geckos à crête. Là, il n'y en a pas, mais qui ont des spots rouges. Ils appellent ça confetti aussi. Il y a beaucoup de caractéristiques hein, qu'on peut avoir sur un gecko à crête. Il y a aussi les... alors moi, je parle pas très bien anglais, mais les crowns, les crowns. Crown, ça veut dire couronne, en fait. Donc, voilà. C'est la couronne d'épines qu'il y a là. Donc là, par exemple, elle, c'est pas le cas, mais en gros, c'est quand la crête est surdéveloppée et qu'elle retombe sur les côtés. Ça, on appelle ça les crowns. Crown. Voilà, Laurine est de Boston, hein, comme vous pouvez le constater. Ça fait quelques temps qu'elle est en France avec nous. Je vais la remettre. Donc là, par exemple, la dorsale est très marquée, très développée. On appelle ça du full pinstripe, puisqu'on voit qu'il y a une bande ici, complète, et là aussi également. Que chez les harlequins, les bandes sont... Enfin, il n'y a pas vraiment de bandes. C'est juste des marquages sur le dos. Alors celui-là, il était caché, et vous pouvez voir que dès qu'ils sont cachés, qu'ils se mettent à l'abri de la lumière, ils deviennent ouf en couleur. Donc là, on voit la différence entre du harlequin et du partial pinstripe, parce que là, lui... Il a vraiment 2 bandes très claires de chaque côté de sa dorsale. C'est vrai qu'ils sont... Ça, vous voyez, ça c'est vraiment du haut de gamme, c'est vraiment du magnifique, quoi. Et lui, en plus, il a une sacrée crête aussi. Ouais, il a une très belle crête. Superbe crête. Il est digne de la super crête partie 2021, j'ai envie de dire. C'est ça. Cette fois-ci, j'ai pas mis de crête moi-même. Hop. Hop là. On va vraiment, il existe beaucoup de patterns différents, de couleurs. C'est ça qui est assez excitant avec ce lézard, c'est que non seulement il est simple à élever, il se reproduit très bien, et il y a plein de couleurs, on peut vraiment se faire plaisir. Plus il va grandir, plus il va développer des points dalmatiens. Et donc, je me suis amusée à tous les compter un par un. Et donc, c'est un extrême dalmatien, puisqu'il a plus de 50 points. Un dalmatien, c'est... un gecko à crête qui est considéré comme dalmatien. T'as fait ça sur ton temps libre, j'espère. Sur ma pause déjeuner. Ah d'accord, tu voulais maigrir. C'est ça. Et donc du coup, un gecko à crête dalmatien possédera 25 points, c'est à partir de 25 points. Et les extrêmes dalmatiens à partir de 50 points. Voilà. Donc voilà, et en fait, ils développent des points dalmatiens durant quasiment toute leur vie, même une fois qu'ils sont adultes. Donc on peut avoir des petites taches qui réapparaissent au fur et à mesure des mues. C'est exactement comme les vieilles personnes. C'est comme les grandes beautés. Non, les taches de vieillesse. Ou les taches de vieillesse, je connais pas encore. Ouais, bah écoute, heureusement, hein, parce que tu es encore bien jeune. Il existe aussi le pattern qui s'appelle patternless. En gros, c'est un gecko à crête qui va être totalement uni en couleur. Il n'y a pas de flamme, il n'y a rien, il est tout uni, soit marron, soit beige.
qu'il n'y a pas de flamme, pas de démarcation ou autre. Et donc là on peut voir que c'est un spécimen qui a malheureusement perdu sa queue et du coup ça repousse pas et ça fait une petite excroissance à terme. Comme une petite queue qui pousse. Ça s'arrête là, ça ne repoussera pas plus. Après, ça n'altère pas du tout l'espérance de vie des geckos, hein, le fait de perdre leur queue. Donc pareil, là, j'ai pas des darks très noirs là, parce qu'ils sont tous en couleur de jour. Tout ce qui est dark et qui est vraiment beaucoup recherché, que les gens adorent, c'est vraiment des geckos qui sont tout noirs, avec justement des marquages très blancs ou très jaunes. Vraiment qui sont très contrastés. Celui-là, moi je le trouve canon, voilà, vraiment. Celui-là, j'adore. Il a des flancs pleins aussi. Ça, c'est assez intéressant quand tu as une... là, on voit que par exemple, celui-ci, en fait, il y a eu de l'extrême arlequin qui a été mis avec pour pouvoir avoir des flammes aussi hautes ici. Donc là, c'est ce que je disais. Donc en fait, au bout de leur queue, ils ont des lamelles et du coup, ça accroche ici. Ouais, et donc des fois, en sautant, la queue reste accrochée sur la branche. Donc parfois, quand ils n'ont pas de queue, des fois, c'est un peu plus pratique pour eux. Je dis pas qu'il faut leur arracher la queue. Hein. Quand on les observe dans la nature, tous les gens qui ont été les observer en Nouvelle-Calédonie, tous les animaux qu'ils trouvaient dans la nature n'avaient plus de queue. Parce que forcément, entre la fuite avec les prédateurs, les coups de stress qu'ils peuvent se taper, etc. Dans la nature, c'est très rare d'en trouver des geckos à crête avec une queue intacte. Et donc du coup, souvent on me pose la question de savoir, oui mais alors quel pattern de gecko à crête je choisis pour la reproduction. Donc je vous dis, hein, essayez vraiment de toujours choisir des spécimens quasiment à l'identique pour être sûr de ressortir des patterns qui sont entre guillemets purs, hein, où il n'y ait pas de mélange de deux patterns, ce qui est après compliqué du coup. Et puis même esthétiquement parlant, du coup il y a un mélange de lignes, de flammes et tout ça. Et ça peut être compliqué même de déterminer après le pattern. Et maintenant il y a beaucoup de gens, hein, qui recherchent des patterns bien marqués, bien définis, comme celui-ci qui est vraiment un pur extrême arlequin. Il n'y a aucun mélange dedans, on ne voit pas de lignes stripe, il n'y a pas de taches dalmatien, il n'y a rien du tout. Et autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'un gecko à crête qui a des taches dalmatien sur lui, s'il se reproduit, il va automatiquement le retranscrire sur les juvéniles puisque c'est dominant. Du coup, les taches dalmatien sont dominantes. Donc si jamais vous voulez reproduire des geckos à crête et ne pas avoir de taches dalmatien, ne mettez pas de spécimens avec des taches dalmatien dessus. Alors au niveau de la reproduction, c'est pareil, on me pose souvent la question déjà de base, à quel moment je peux reproduire mes geckos à crête, à quel âge, tout ça. Moi souvent je parle pas d'âge, je parle de poids. Les femelles sont capables de se reproduire à partir de 35 grammes. Donc au final, vous la pesez, si vous voyez qu'elle fait 35 grammes, c'est que c'est bon. Et les mâles peuvent se reproduire à partir de 25 grammes. Donc après, il n'y a pas de période définie pour les mettre en accouplement. Vous pouvez le faire toute l'année. Le seul truc, c'est qu'évitez de faire des reproductions pendant l'été, puisque le problème de l'été, c'est qu'il fait très chaud, et si elles pondent, les œufs peuvent mourir à cause de la chaleur, si vous n'avez pas d'incubateur ou de zone fraîche. Après, donc, au niveau de la mise en contact, moi j'ai testé les deux. Vous pouvez mettre autant le mâle chez la femelle que l'inverse. Et souvent, c'est des animaux qui se reproduisent facilement. Et quand vous les mettez en contact, il y a un accouplement une demi-heure après en général. Moi, souvent, je les laisse jusqu'à une semaine ensemble pour être sûr qu'il y ait des accouplements. Et après, je les sépare. Voilà. Est-ce qu'on peut les mettre en harem aussi Alors oui, alors je dis, en harem moi personnellement, mes mâles sont toujours seuls. Et moi, j'aime bien faire des groupes de femelles. Mais attention, puisque chaque spécimen quand même a son propre caractère. Il y en a qui tolèrent les autres, il y en a qui tolèrent pas les autres. Donc attention, ils peuvent ne pas s'entendre entre eux. Toujours prévoir un terrarium à part. Oui, je l'ai sorti celui-là. Un terrarium à part en cas de bagarre. Et sinon, vous pouvez tout simplement avoir votre groupe de femelles et introduire la femelle avec le mâle quand vous le désirez. Après, il est aussi possible de mettre un mâle avec plusieurs femelles, mais après c'est plus compliqué de contrôler le moment où la femelle va pondre et le nombre d'accouplements qu'elle a eu.
Donc voilà. Après, donc, quand ils s'accouplent, environ 3 semaines après, la femelle va commencer à chercher à pondre. Et on peut le voir puisqu'on voit vraiment bien la forme des 2 œufs. Hein. On peut même les voir par transparence. Si oui, on peut la même femelle, les voir et juste des fois en appuyant légèrement avec le pouce, vous pouvez sentir les œufs. Hein. Et personnellement, ce que je conseille, c'est de mettre votre femelle dans un terrarium qui n'est pas planté avec un substrat assez sec comme du copeaux de coco et mettre un pondoir tout simplement. Donc ça peut être une boîte à glace avec un trou sur le couvercle et de la terre dedans, assez humide mais pas détrempée non plus. La tourbe de coco par exemple. La tourbe de coco c'est très bien aussi. Et donc pas détrempée surtout. Et vous allez voir que la femelle va commencer à y aller d'elle-même, creuser et finir par pondre. Et après vous avez juste à venir récupérer les œufs sans les tourner et les mettre dans une boîte d'incubation ou un incubateur. Donc nous ici on a déjà incubé sur de la vermiculite qui fonctionne très très bien, ou le substrat d'incubation Super Hatch de la gamme Repashy qui est très bien aussi. Et lui pour le coup c'est un substrat qui peut se réutiliser autant de fois que possible, puisque pour le réutiliser il suffit juste de le refaire bouillir et de le réutiliser après ensuite. Ça le stérilise et puis on peut le réutiliser presque à l'infini. Le Hatch Rate de Lucky Reptile qui est vraiment bien. Qui fonctionne un peu sur le même principe que le Super Hatch. Donc en fait c'est un substrat qui va permettre de garder un peu d'humidité pour que les œufs puissent se développer correctement tout le long de la période d'incubation. Il faut que la température reste le plus stable possible et la température idéale d'incubation, pas trop chaud parce que plus c'est chaud, plus les animaux vont se développer trop vite. Donc après on va se retrouver avec des geckos à crête avec quasiment pas de crête, hein, de pics sur les crêtes, des choses comme ça. Et donc il est conseillé d'incuber assez frais quand même, donc aux alentours des 22-23 degrés pour que ça se passe bien. Vous pouvez aller jusqu'à 24 degrés mais n'allez pas au-dessus. Elles peuvent stocker le sperme et avec un seul accouplement faire jusqu'à 6 pontes. Ce que vous pouvez faire au bout de à peu près une semaine si vous voulez savoir si vos œufs sont viables, vous pouvez juste les mirer avec un flash de téléphone. Si vous voyez des petites veines rouges, c'est qu'il est viable. Si vous voyez rien et que c'est tout jaune, c'est que l'œuf n'est pas fécondé, tout simplement. Et à savoir que des femelles toutes seules vont pouvoir, comme chez beaucoup de lézards, pondre des œufs, mais qui seront non fécondés. C'est pas parce qu'une femelle est sans mâle qu'elle ne va pas pondre d'œufs. Elle va quand même faire la dépense. Totalement. Et donc du coup, après l'incubation dure entre 60 jours jusqu'à 90 jours. J'ai vu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui les a incubés à 18 degrés, qui a été à 110 jours d'incubation. Et ils sont sortis nickel. Ils sont sortis nickel. Incroyable. Voilà. Donc, la nature est bien faite. Comme quoi, vraiment, je vous conseille vraiment d'incuber frais que trop chaud. C'est super important. Ça prend plus de temps, mais apparemment les bébés sont plus viables. Sont plus robustes. Et en fait, souvent en captivité, c'est valable pour beaucoup d'œufs de reptiles. En fait, c'est qu'on a tendance à les incuber d'une manière très linéaire au niveau de la température, d'essayer de les mettre dans des incubateurs où c'est toujours la même température. Mais plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que beaucoup d'œufs de reptiles ont besoin de fluctuations de température pour aller bien à terme. Et hormis les femelles qui couvrent les œufs, comme c'est le cas chez les femelles pitons, mais la plupart des œufs sont abandonnés, donc en fait ils subissent des baisses la nuit, des hausses, etc. Et on a l'impression, plus ça va, qu'il y a vraiment des œufs qui ont besoin de ça, quoi. On ne maîtrise pas encore tout bien, mais ça va dans ce sens-là. Et puis vous allez voir, hein, l'animal, le jour où il va avoir envie de sortir, il va ouvrir, va faire une toute petite fente pour ouvrir l'œuf. Avec une écaille qu'on appelle la dent de l'œuf. C'est pas une dent, mais c'est une écaille rigide qui permet de couper l'œuf. C'est ce qu'ont la plupart des reptiles qui naissent dans des œufs en fait. Et après votre petit va sortir par lui-même. Et là la première chose souvent qu'on peut faire, idéalement c'est bien de les élever individuellement quand ils sont tout bébés. Les premières semaines vous pouvez vous permettre de les mettre dans des petits faunabox ou des petits terrariums, des petits volumes. Sur sopalin, il n'y a pas de... Voilà, comme ça on peut bien contrôler si l'animal se nourrit bien, fait ses selles correctement ou autre. Et par exemple s'il est sur de la vermiculite, c'est vrai que souvent ils ont plein de... ouais, en fait, le liquide vitalin qui est dans l'œuf. Du coup, il y a plein de vermiculite qui se collent sur eux, donc tout ça, faut pas hésiter. C'est pas mal de les rincer, ouais. Voilà, aller au moins les sécher, les essuyer, parce que le problème c'est qu'après la vermiculite peut sécher et blesser l'animal. Donc nettoyez-les bien.
Et puis après vous attendez souvent 48 heures, donc évidemment il faut les pulvériser. Les juvéniles sont plus sensibles, c'est important de les pulvériser une fois par jour parce qu'ils peuvent se déshydrater très vite. Pas à outrance non plus, hein, parce que sinon ça peut créer des mycoses sur les lamelles adhésives des geckos. Et souvent au bout de 48 heures en moyenne, hein, ils vont faire leur première mue. Et une fois qu'ils ont fait leur première mue, on peut enfin commencer à les nourrir. Et donc moi personnellement j'ai toujours commencé par le Repashy Crested Gecko parce que les premiers repas, si vous mettez des insectes, ils vont avoir tellement peur qu'ils vont pas du tout s'alimenter, ça va les stresser, voire les traumatiser. Au début, moi personnellement je reste au Repashy Crested Gecko sur 3 semaines. Et au bout de la 3e semaine, voire du 1er mois, je commence à distribuer des insectes de petite taille. Donc souvent on a dit les insectes, les grillons de taille 4, c'est très bien pour commencer. Et j'en mets pas plus de 2, parce que s'il y a trop d'insectes dedans, c'est pareil, ça va le faire stresser, hein, littéralement. Donc voilà, puis après au début, hein, vous pouvez lui mettre un petit peu de Repashy sur le bout du nez, hein, il va lécher, il va comme ça, il va apprendre à manger, il va reconnaître l'odeur, le goût, tout ça, et après ils vont se mettre à s'alimenter tout seuls. C'est relativement facile, hein, ils comprennent très vite qu'il faut s'alimenter tout seul. Donc voilà, et après une fois que vous avez passé cette phase-là, ils vont grandir. Hein. La croissance des geckos à crête est relativement lente, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que déjà de base, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même des animaux qui peuvent vivre 20 ans. J'ai une femelle à la maison qui a 16 ans, là. C'est des reptiles en plus qui vivent en forêt primaire, une forêt qui est assez fraîche et tout ça, donc en fait ils ont un métabolisme qui n'est pas hyper voilà, donc du coup souvent, des fois on me dit bah ouais mais il a 5 mois mais en fait il est tout petit, mais c'est normal, ils ont une croissance qui est plus longue. Et puis ils se développent aussi, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué dans la période qu'on pourrait appeler l'adolescence, dès qu'ils commencent à prendre une certaine taille, là ils se mettent à être beaucoup plus friands d'insectes et ils sont vraiment à fond. Autant des fois ils peuvent un peu bouder les insectes, mais à cette période-là, ils mangent tout ce qui bouge. Et c'est bien de leur donner un max d'insectes parce que ça va vraiment apporter... dès qu'ils rentrent dans leur période d'insectes, ils sont vraiment friands de ça. On voit, hein, de toute façon, ils sont en mode chasse. Ils ont des gros yeux comme ça, ils regardent le moindre truc qui bouge. Et là, faut pas hésiter à donner de l'insecte, faut pas hésiter. Avec du calcium aussi. Avec du calcium. Et n'hésitez pas aussi pour que l'animal puisse... Déjà, le gecko à crête, faut savoir qu'il aime les gros insectes. On dirait pas comme ça, mais ils aiment les gros insectes. Donc si vous leur donnez des grillons trop petits, ils vont pas du tout s'y intéresser. Et plus vous donnez un grillon gros, je dis pas de donner un grillon 3 fois plus gros que sa tête, mais si le grillon est assez gros, ça va faire grandir votre ciliatus assez rapidement aussi. Le but n'est pas de le goûter à fond, hein, mais il va se développer correctement si vous avez des insectes de taille adaptée. Super important. Ouais, ça c'est vraiment important. Et c'est vrai que selon les espèces, la taille des proies peut vraiment jouer parce que autant des fois on a toujours tendance à mettre en garde, donner pas trop gros, etc. Mais des fois, si on donne trop petit, ça ne va pas intéresser l'animal. Donc il faut trouver les bonnes tailles. Pour ça, vous voyez, en fait, toutes ces choses, c'est à force d'expérimenter, après de longues années d'expérience, qu'on arrive à trouver les bonnes astuces. Hein, et ça, c'est la pratique. Et la pratique, malheureusement, ça ne s'apprend pas dans les livres. Donc on est là toujours pour partager. Hein, c'est super important de partager l'expérience, de parler entre éleveurs, etc. J'ai fait à peu près le tour en improvisation. Hein. Et non, je pense qu'on a parlé un petit peu des petites questions qui se posent souvent en magasin. Parfait. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à envoyer des messages.